Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à tous, ça va très bien. On Très a bien. repris, euh, on a repris le boulot après l'été. Enfin, on avait déjà fait un enregistrement il y a quelques temps, mais Oui, voilà, là on est vraiment lancé. oui, oui, oui. Là on est dans le rythme. Et puis il se passe quand même pas mal de choses nouvelles intéressantes. Là, on a reçu des demandes de personnes qui voulaient qu'on traite certains sujets en particulier. Donc ça c'est toujours très intéressant. Si jamais vous aussi vous avez des sujets que vous aimeriez que nous traitions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis comme toujours, abonnez-vous, parce que c'est très important pour nous. C'est pour pour que le travail et tout ce qu'on fait, et puis l'idée qu'on partage puisse être diffusée le plus largement possible. Et donc je vous remercie d'avance pour votre abonnement. Euh, Je voulais parler d'un premier sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'est ce personnage américain conservateur qui s'appelle Michael Knowles, ou Knowles, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, On est qui nose. Knowles, c'est ça, euh, que je trouve vraiment remarquable. Donc je le situais à peu près, mais là je l'ai vraiment commencé à le découvrir chez Tucker Carlson, donc dans un entretien. Et il est, il fait encore, c'est encore un de ces personnages en fait qui est extrêmement brillant. Donc il était à Yale et qui a grandi plus ou moins dans une famille catholique, qui est pas du tout religieux. Étant adolescent, enfin qui est un peu arrêté, et arrivé à l'université, tout à coup il a une révélation. Aujourd'hui il est, je crois, catholique traditionnaliste, quelque chose comme ça. Et je trouve ça incroyable. Et puis il parle à Tucker, qui est pas catholique lui, hein, je crois qu'il doit être épiscopalien ou je sais pas quoi, du catholicisme de telle manière que même Tucker, on sent qu'il se demande s'il devrait pas changer de bateau. C'est trop drôle. Et surtout, il y a même un moment, Tucker, parce qu'il lui parle, Michael parle à Tucker de l'importance enfin, de la beauté de la confession, etc. Et puis, évidemment, chez les protestants, il y a pas ça. Et puis Tucker dit, oui, alors bon, Martin Luther, là, je l'aime beaucoup, mais quand même, pourquoi finalement est-ce il a arrêté la confession? Pourquoi nous on n'a pas le droit de se confesser? Et on sent au fond de lui un peu une envie que j'ai trouvé extraordinaire. Et leur conversation aussi m'a beaucoup intéressé parce que ça fait quelques années que je commence à ressentir exactement la même chose que eux expriment au sujet du tabac. Donc là je saute un peu de sujet, mais tous les deux, au début, font entre guillemets l'apologie du tabac en disant que, en fait, bon, déjà, on est dans une société qui valorise beaucoup plus la marijuana et puis les drogues plutôt que et qui diabolise le tabac de façon exagérée. Et il parle notamment de, je crois, Benoît XVI qui fumait un peu, etc., et de ces sujets. Et j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. Et c'est quelque chose que je ressens aussi au fond de moi, qu'on est vraiment allé trop loin dans la diabolisation du tabac ces derniers temps, et que évidemment c'est très important d'être modéré dans ce genre d'habitude, mais il faut pas non plus aller trop loin là-dedans. Et parce que notamment il peut avoir quelques avantages et ça c'était décrit par Rory Sutherland, qui explique qu'en fait le tabac est un élément socialisant. C'est-à-dire que quand on parle avec des gens, on a besoin de faire quelque chose de ses mains généralement. On a besoin d'avoir une certaine posture pour que la conversation puisse aller plus naturellement. On ne peut pas tous rester les bras le long du corps comme au garde à vous, parce que ça marche pas. C'est pas comme ça que notre cerveau a besoin de quelque chose de plus. Et donc moi, c'est vrai que je vais souvent avoir tendance à prendre un petit livret, quelque chose, ou à tripoter quelque chose avec mes doigts, ou alors d'avoir un verre. Et la cigarette, justement, aide à occuper les mains dans ces conditions-là et est un catalyseur de conversation, ce que je trouve très intéressant et le cigare, évidemment, de la même manière. Oui, la boisson, avoir un verre dans la main, ça joue à peu près le même rôle.
Euh, je n'ai pas souvenir, je n'ai pas connaissance de considérations semblables chez les anciens, chez les Grecs, les Romains ou les médiévaux, qui auraient Comme fait une facilitateur remarque de. du même, Ouais. ouais, qui aurait fait une remarque sur la nécessité d'avoir quelque chose dans la main pour pour se parler. Bon, sans doute qu'il y avait la boisson en fait, hein, mais il Bah, n'y avait pas de, il y a évidemment, pas il y a de- quand j'ai jamais même. lu une réflexion là-dessus. Bah, si, il y a une réflexion qui est analogue, qui est celle d'Aristote, avec les péripatéticiens, où il disait que justement la marche euh, facilite la conversation. Ah oui, remarque. Quand j'ai une conversation au téléphone euh, avec Ah oui. certaines personnes, mon associé par exemple, Toi, t'en parles souvent, oui. j'aime. Ouais, Que tu ouais, marches, oui. je me balade dans mon jardin et je désherbe pendant que je discute. J'ai besoin de faire autre chose pour que mon esprit se déroule. Mais ça, c'est lié probablement à un point que Jordan Peterson fait remarquer, c'est que l'œil et la main et donc l'esprit sont très liés euh, dans dans les fonctionnements du cerveau. Et il y a il y a sans doute une espèce de connexion. Non, mais pour revenir pour aller sur le problème du tabac plus particulièrement, euh, la- au-delà de la question de l'hygiénisme et du puritanisme, hein, parce que c'est là, j'ai écouté le début, j'ai pas pu écouter toute la vidéo, c'est la conversation entre Michael Knowles Oui. Tucker Carlson, mais on sent que se pose derrière la question de l'hygiénisme. J'ai dit hygiénisme, hein, pas eugénisme, c'est-à-dire la tendance à placer la santé au-dessus de tout, la propreté, la santé, comme fin ultime de la vie humaine, en tout cas comme condition très vertueuse de la vie humaine. Et un moustique qui se bat devant moi. Oula, je crois qu'il est passé sur l'écran. Et, euh, et donc le fait d'avoir... Et alors je reviens à cette anecdote que je connaissais mais que j'avais oublié de Saint Pie X, le pape Saint Pie X, donc pape du début du XXe siècle, à qui un cardinal qui voyait qui était en train de fumer le cigare et qui un cardinal fait remarquer, il propose Non, un il cigare. propose un cigare, voilà, Ouais, oui. il propose un cigare à un cardinal, le cardinal dit, je n'ai pas ce vice, et Saint Pie X lui répond, euh, Ce n'est c'est quoi pas déjà un la vice. réplique? Alors déjà, ce n'est pas un vice, et si c'en était un, ça serait vraiment le seul qui vous manquerait ou un truc comme ça. Bon, à mon avis, c'est apocryphe, hein. Je pense que c'est apocryphe, mais c'est pas mal. Vraiment, ouais. C'est pas mal. Et ça me fait penser à un de nos amis qu'on avait reçu là, l'abbé Jacquemin, Ah oui. le chanoine Jacquemin, qui est un grand fumeur de cigares, et je pense, il confirmerait ou il infirmerait cette citation. En tout cas, elle est connue. Et donc, les plaisirs de la vie qui nuisent à la santé, puisque c'est ça la question autour du tabac, je, je pense que Je crois, en c'est fait, là où je on est pense allé pas. trop loin, en fait, dans l'hygiénisme. Je pense pas que ça soit exactement. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est justement cette question de nuit à la santé que en fait eux remettent en question et que moi je remets en question. Parce que oui, l'abus de cigarettes, enfin l'abus de tout est dangereux pour la santé, mais je pense, enfin, connaissant un peu la manière dont sont faites les études scientifiques, ça m'étonnerait vraiment qu'on parvienne à démontrer très sérieusement qu'une personne qui va fumer une cigarette par semaine se mette particulièrement en danger en fait, d'un Ah, point de vue de sa c'est pas santé. vrai, non. Et alors eux, bon, ils font l'argument de une cigarette par jour, ça je saurais pas dire, mais, mais c'est plutôt ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si dangereux que ça? Enfin, euh, sinon, à ce moment-là, on cesse de vivre en fait, puisque tout est absolument Oui, dangereux. c'est Manger un... du chocolat, que sais-je, parmi les petits plaisirs, boire du café. Oui, en réalité, on a beaucoup de comportements et c'est ça l'absurdité qui prouve, enfin,
la preuve de l'absurdité de l'hygiénisme, c'est que en réalité, nous ne mettons jamais la santé au-dessus, notre santé physique au-dessus ou mentale au-dessus de tout. Parce qu'en fait, on passe notre temps à avoir des comportements alimentaires. Manger du sucre, normalement, il ne faudrait pas du tout manger de sucre. En tout cas, de glucose, de fructose, peut-être avec des fruits, et encore, mais avec des fruits, on soupçonne la consommation excessive de fruits frais. Ça induit une surconsommation de fructose qui est très mauvaise pour le système. Comment on dit déjà, enfin, la régulation pour la glycémie. Pour la glycémie, voilà. Il y a une quantité de comportements lorsqu'on prend la voiture, on vit en permanence en train de prendre des risques qui, aux yeux d'un assureur, d'un médecin, d'un spécialiste de la sécurité routière, de la sécurité aéronautique, faire du vélo en ville, c'est hyper dangereux. Il y a tout un... Tu viens de parler des médecins. Je connais pas beaucoup de gens qui mettent plus leur vie en danger que les médecins. À travers l'alcool, les abus. Oui, ou la fréquentation de malades. La fréquentation de malades, bien sûr. Le fait les médecins fréquentent des gens atteints de maladies infectieuses, transmissibles parfois. Enfin, oui, maladies infectieuses donc transmissibles. Alors, pas toutes par le contact de la peau ou la bouche, enfin la respiration, mais bon, quand même, beaucoup. Et à partir de quand une cigarette est-elle... Est-ce que le cigare... le cigare, oui, le cigare, ça donne le cancer de la langue, paraît-il. Est-ce que c'est un cancer qui est très fréquent ? Alors, justement, le cigare, c'est un cas très intéressant parce que je trouve que de façon générale, ça a été un peu mis à l'écart de la campagne anti-tabac. Beaucoup de gens, je pense absolument sans fondement, disent que c'est moins dangereux ou que c'est... il est extrêmement taxé. Il est taxé, les cigares sont taxés d'abord parce que c'est un bien de luxe. Alors c'est considéré comme un bien de luxe. C'est plus taxé que la cigarette ? Je sais pas, en tout cas c'est horriblement taxé les cigares. Mais on est d'accord que c'est mieux perçu que la cigarette. Oui, parce que tu n'inhales pas le cigare. Bonne chance pour inhaler la fumée du cigare. Oui, mais même ça, moi, ma théorie, c'est que c'est probablement, vu la longueur d'un cigare, la taille et puis le temps que ça prend, même si on n'inhale pas, il y a toujours un peu qu'on inhale. Et moi, bien sûr. Quand tu es dans une pièce où tu as fumé, oui. Moi, même le fait quand on respire, il y a toujours un tout petit peu. Et moi, une fois que j'ai fumé un cigare, je suis quand même bien conscient que je pense que c'est facilement l'équivalent de 10 cigarettes. Et du moins, quand je vois à quelle vitesse je peux m'intoxiquer si je fais pas attention, c'est-à-dire que je commence à avoir mal à la tête. C'est que c'est bien plus puissant que des cigarettes en fait. Donc pour moi c'est purement marketing dans le sens où entre le cigare et la cigarette il y a vraiment une question d'image. On a détruit l'image de la cigarette, le cigare un peu moins, même si c'est quand même très mal perçu par beaucoup de gens pour des raisons plutôt sociales. Ça sent mauvais. Enfin. Non, social au sens bourgeois, parce que c'est pardon. élitiste, voilà. Oui, bon, il y a aussi ça, mais je pense que beaucoup de gens préfèrent l'odeur du cigare à la cigarette. Et non, je pense que la cigarette est beaucoup plus... est accusée beaucoup plus injustement de plus de mots que le cigare, justement. Et pas tout à fait à juste titre pour la cigarette. Je pense pas que ça soit si grave que ça en petite quantité. Donc ça c'est si moi je pense et que en plus pense ça, donc à mon avis il doit y avoir un mouvement. On ne doit pas être les seuls et je pense que ça va un peu se rééquilibrer. Je pense pas qu'on va revenir à pouvoir fumer librement dans les endroits. Enfin, moi je vois même de plus en plus de limitations à l'extérieur en fait. Que j'avais jamais vu jusqu'à présent. Ça m'est arrivé, je me souviens, aux Émirats. Généralement, on peut fumer dans beaucoup d'endroits là-bas, mais tout à coup, il y avait une digue sur le long d'une plage où apparemment c'était interdit.
Et j'étais assez étonné. Et je crois que c'est de plus en plus devant les écoles. Je crois qu'on n'a pas le droit de fumer. Enfin, il y a pas mal de règles comme ça qui ont été rajoutées, qui commencent vraiment à devenir difficiles à suivre en fait. Donc Ouais. c'est quelque chose qui, ça c'est dans leur conversation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup Ils disent un truc à un intéressé. moment que je suis allé vérifier, c'est que la nicotine augmente la testostérone. Alors, la nicotine augmente en effet certaines hormones, la production de certaines hormones comme la dopamine, je ne sais plus, oui, je crois que c'est la dopamine. Et ce qui est. Non, c'est pas la dopamine. Bon, bref, une hormone précurseur de la production de testostérone, mais c'est pas très clair qu'il y ait un lien, un lien favorable entre nicotine et testostérone, ni négatif d'ailleurs. Il faut faire attention, ils ont certaines affirmations qui sont peut-être qui demandent à être Bon, vérifiées. hmm. Bref, Bon, ça ça paraît n'a quand même pas jamais. très crédible. De toute façon, même si ça avait un effet, je pense que non, ça fait pas vraiment. Mais pour occuper les mains, en fait, je pense je comprends mieux. Et, et à la fois, beaucoup de gens disent oui, il y en a beaucoup qui fument pour faire genre, comme on dit, pour se donner un style. Et en fait, plus j'avance en âge, plus je me dis que, mais oui, précisément, on a besoin de faire quelque chose avec ses mains. On a besoin de s'occuper. Et ça, c'est une occupation en fait. Comme, je sais pas, le fait de prendre une pièce et puis de la faire tourner sur elle-même. Donc, c'est pas tellement le plaisir du tabac lui-même, même si effectivement ça a quelques vertus pour faciliter je sais pas, l'imagination ou la pensée, le flow de la pensée. Mais c'est surtout pour occuper les mains. Ouais. Mais pour revenir sur enfin pour donner un autre exemple de comportement à risque, oui, comparable au tabac, enfin la cigarette, pour les poumons, c'est le fait de faire soit brûler des bougies parfumées chez soi, ou de faire griller du pain, tu sais, d'avoir du pain grillé, du pain qui brûle dans ta maison, ou d'avoir un feu d'ailleurs, un feu de cheminée ouvert. Ouais. Et il y a des fumées. Alors ça se compare plutôt à la pollution automobile. Mais le fait d'avoir chez soi nos intérieurs sont parfois très pollués et pas parce qu'on fume hein, ou pas parce que Par des gestes qui on... paraissent anodins ou qui sont du moins c'est bien ça, c'est perçus au ça. niveau du point de vue image, comme faire un feu de cheminée ou allumer une bougie. Allumer des bougies parfumées. Il y a des tas de choses. Ou à la cuisine, quand tu fais brûler quelque chose à la cuisine, il y a Mhm. du vinal, des vapeurs Frire, ouais. et là-dessus, bah, personne n'en parle. Ouais. Ça commencerait, ça deviendrait absurde en fait. Il y aurait sans doute peut-être qu'on n'en parle pas, il n'y a pas de campagne là-dessus parce qu'il y aurait une révolte des gens qui diraient ça suffit quoi. Bon, enfin, on est bien arrivé avec le tabac et l'alcool, hein, alors que c'était des comportements extrêmement répandus et qui sont en train de disparaître, en tout cas pour la cigarette chez nous. Hein. Ça. C'est vrai. Enfin, qui réapparaissent avec d'autres, qui réapparaissent avec les petites pipes là, de vapotage. Mon fils me décrivait que chez ses camarades de classe, ils mettent des pouches, donc des sortes de petites pochettes de tabac sous la langue. Alors c'est pas ils chiquent pas, mais c'est à peu près le même effet. Et Ça diffuse. Ouais. ça diffuse de la nicotine. Alors est-ce que c'est du tabac ou est-ce que c'est un mélange, c'est un patch de nicotine peut-être? Je ne sais pas exactement de quoi c'est composé ces petites poches qu'on suce ou qu'on place sous la lèvre pour sucer. Pas. C'est Mhm. très très répandu dans la jeunesse. Alors Sans doute ça, que c'est effectivement, ça échappe totalement à la théorie dont on vient de parler d'occuper les mains. Parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Ça ne fait ni de Ouais, mais c'est fumer, comme le chewing-gum. ça fait C'est pas peut-être. de... Bah non, parce que justement, c'est un truc qui te gêne. Enfin, c'est comme si tu étais chez le Ouais, tu mâches dentiste et pas. puis qu'on te mettait un truc pour Oui, c'est vrai, les absorber. cotons. Je veux dire, moi, je me souviens, parce que là, tu parlais de ton fils donc, en Angleterre. Moi, je me souviens étant étudiant en Angleterre, euh, j'avais été initié au tabac à priser. Ah, Euh,
Et ça, effectivement, il y a un peu un côté marrant parce que voilà, on a une petite boîte, on met de la poudre ici, à cet endroit-là, et puis on renifle. Alors, c'est très désagréable parce que ça fait mal au nez, enfin, c'est pas très Mais plaisant. comment l'idée, autant fumer, inhaler une fumée, je comprends, mais comment est venue l'idée à des gens de réduire en poudre des feuilles et de les sniffer, parce que tu dois te moucher après. Je veux dire, c'est pas une poudre hyper fine comme de la cocaïne. J'imagine la cocaïne, c'est très très Mais je fin. pense que, Tu te mouches pas après avoir. je suis pas du tout un expert en cocaïne. Ce dont je peux témoigner avec le tabac prisé, c'est que c'est une poudre évidemment marron foncé, et que donc effectivement, quand tu te mouches après, C'est t'as les sombre. résidus de poudre. Et je suppose que la cocaïne est blanche, ça doit pas se voir en fait dans un mouchoir. Ah, Effectivement, dans quand on les. se mouche après avoir prisé, oui, il y a ça, c'est clair. Et C'est d'où vrai. vient l'idée? Bah, elle est extrêmement ancienne, mais surtout, je pense qu'un des gros avantages par rapport à la cigarette, c'est la vitesse en fait. Hein. C'est que, alors, bon, les trucs qu'on met sous la langue, je suppose que ça devait être enfin, le tabac chiqué, ça devait être très très bien pour les gens qui faisaient du travail manuel et qui n'avaient pas forcément le temps de s'arrêter pour pour bourrer leur pipe ou pour rouler une cigarette, ou qui gardaient ça comme ça pendant qu'ils piochaient ou que sais-je. Euh, pour le tabac prisé, bah, c'est le fait que, pareil, ça soit plus rapide, on peut faire ça comme ça juste avant de rentrer dans un salon. Je suppose que c'est plus aussi le tabac des gens qui discutent que les gens qui travaillent. Je sais pas exactement. Mais J'ai jamais vu personne ah oui? priser du tabac. Jamais. C'est vraiment, pour moi, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. C'est un truc du XVIIIe siècle. Ouais, écoute, je Où t'en on ramènerai. prisait du tabac. Mais j'ai jamais vu ça. Je l'ai encore là parce que donc, c'était il y a 15 ans et j'avoue que je suis jamais arrivé au bout d'une boîte, donc j'en ai encore. Mais non, Je vais pas c'est priser ton amusant. tabac. Après, il y a pas de, il y a, ce qui est très décevant par rapport à la cigarette. Je disais que ça occupait les mains. Il y a quand même un peu un effet hein, de la cigarette. Vraiment, on le sent. S'il fait très très froid par exemple et qu'on fume, ou alors si on fume sans filtre, là effectivement ça arrive un peu C'est plus à la enivrant. tête. C'est C'est un peu plus enivrant. Ouais. enivrant, voilà exactement. Je pense que c'est le bon terme. Le tabac prisé, pas vraiment. Pas de- Mais alors, ça c'est se juste ressent pas l'effet tellement. Bah, stimulant. C'est je juste sais, l'effet excitant du. peut-être que si on en prend beaucoup, et d'ailleurs ils en parlent dans la conversation hein, entre Michael Knowles et puis Tucker Carlson où il disait qu'il y a c'était le pape Grégoire ou quelque chose comme ça ou Saint Jérôme plutôt. Saint Jérôme dont au procès de canonisation apparemment il lui manquait un bout de son nez parce qu'il prisait tellement de tabac. Non, mais non, Saint-Jérôme, c'est pas possible. Parce que c'était au Non? IVe siècle. Et Ah, il n'y bah, avait pas de tabac. ah oui, non, effectivement. Ouais. Mais alors, c'était qui de qui il parlait? Non, je crois, je sais plus, mais c'est ah, c'était Saint-Philippe Néri. Ah oui, pardon, oui, évidemment. C'est Saint-Philippe Néri, donc au XVIe siècle, Oui, qui prisait apparemment. voilà, qui prisait beaucoup. Mais il y avait eu lorsque le tabac s'est répandu en Europe, euh, l'Église avait dû explicitement prohiber aux prêtres de fumer pendant la messe. Pendant. Ah oui, Pendant la d'accord. messe. Mais il Ils y avaient avait pas. rien à fumer avant le. Ben, pas en Europe, en tout cas. Il y a d'autres. Il y a de l'opium. Alors, je ne sais pas depuis quand l'opium se fume en Orient, mais dans nos pays, il n'y avait rien à fumer. Hein. Les gens ne fumaient pas. Il n'y a pas de plante en Occident qui se consomme. Il y avait de l'encens, mais l'encens, ça ne se fume pas. Il n'y avait pas de Euh, chambre. le chanvre, mais non, mais je crois que le chanvre n'était pas. Le chanvre, c'est le chanvre indien Qui a des effets, mais l'autre, on qui a peut des peut-être quand même effets. le fumer, non? Bah, cela dit, Euh, ça se fume pas tout seul, c'est ça, il faut mélanger avec du tabac. Moi, je suis pas tout à fait un spécialiste
du cannabis, mais je Ah, pense qu'on ne peut pas, que ça se fume pas vraiment tout seul en fait. Hein. Il faut mélanger. Et puis, j'en sais rien. J'en sais rien. ouais. Non, non, c'était. Enfin voilà, il y a eu des usages qui se sont. Qui ont dû être précisés Oui, mais pendant c'est la messe. incroyable le succès hein, du tabac. Bah oui, parce qu'en fait c'est très agréable. Parce que ça stimule la production intellectuelle, c'est certain. C'est évident. Hein. Est-ce que ça maintient? Non, ça maintient pas éveillé comme le café, mais c'est un excitant comme le sucre, comme le café. Je pense que ça stimule la production intellectuelle, artistique. Pas au sens où ça fait. Où c'est pas un psychotrope comme du LSD ou des choses comme ça qui te font. Qui déclenchent l'apparition dans ton cerveau de thèmes, d'images, de thèmes musicaux ou littéraires, ou poétiques. C'est pas la même chose. Ouais. Je crois Mais que il y a un effet. si l'on en croit les fameuses études scientifiques des années 60, ça réduit le risque de fausse couche, non? Fumer ensemble. De fumer. Oui, c'est les fameuses publicités où on recommandait aux femmes enceintes de fumer. Oui, ou alors on devait se mettre des crèmes au radium parce que Oui. ça te faisait rayonner. Il y avait une publicité comme ça du début du siècle. Oui. Incroyable. Incroyable. Et dans cette vidéo, d'ailleurs, autre anecdote rigolote que j'ai entendue, que j'ai découverte, c'est que le pape Léon XIII consommait de la cocaïne. Alors pas en poudre, mais il buvait des boissons à la cocaïne qui étaient des sortes de sirops que les pharmaciens distribuaient. Du vin une espèce de vin des vins à la cocaïne et enfin au coca ou je sais pas comment ça s'appelait. Et Léon XIII, très grand pape de la fin du XIXe siècle, consommait de la cocaïne. Phénoménal. Moi, j'ai entendu une autre émission, pas un podcast, mais enfin une vidéo, un discours de mon cher Carl Benjamin, dit Sargon-Harachab, Okay. dont on parle souvent. Elle était sur un sujet qu'on traite de temps à autre, qui est celui de la natalité, de la démographie. Et ça m'intéresse parce que j'ai eu des réflexions à ce sujet dernièrement. Et alors, il prend un peu le contre-pied des considérations que nous pouvons avoir, et c'est ça qui est intéressant. Il dit qu'il ne faut pas déplorer la baisse de la fécondité dans nos pays. Alors, disons qu'il prend un point de vue, parce qu'il y a plusieurs points de vue qu'il faut compléter. Nous, on a souvent évoqué, par exemple, le fait que de diminuer la quantité de nombre de personnes, ça fait diminuer la probabilité d'avoir des génies, par exemple, des forts QI. Ça fait évident, outre la question des systèmes sociaux et de retraite en particulier, c'est un appauvrissement de la population, et donc avoir beaucoup d'humains, c'est en soi, indépendamment du reste, c'est une bonne chose. Et lui, il dit, écoutez, dans tous ces pays, finalement, la baisse de la fécondité, c'est quelque chose de naturel, au sens où il y a des gens qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Et ces gens-là, ils ne transmettront pas leurs gènes. C'est-à-dire que ils n'auront pas de descendance, et leur lignée s'arrêtera avec eux. C'est-à-dire que tous leurs ancêtres qui ont qui ont eu la chance de survivre à travers les épouvantables drames qui ont pu frapper sur des centaines de générations nos ancêtres, et qui finalement ont permis à certains, et nous en particulier par exemple, de survivre. Et la lignée, les gènes ont été transmis, bloodline en anglais, la question du sang n'est pas présente dans le mot français lignée. Il y a certaines personnes qui ont décidé que c'était mieux de ne pas le faire. Et un des avantages, dit-il, de la baisse de la fécondité, c'est que les systèmes sociaux vont être insupportables, plus soutenables. Les États, enfin les gouvernements vont devoir réformer profondément leur système de sécurité sociale et revenir
en fait ce qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que soit tu épargnes et tu comptes sur tes enfants pour très concrètement s'occuper de toi quand tu seras vieux. Et donc ce retour à des solidarités naturelles intrafamiliales va être nécessaire, et c'est peut-être ça, c'est l'effondrement du système social qui va pousser les gens à faire des enfants à nouveau. Par exemple, toutes les jeunes femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants en disant, ou des jeunes hommes aussi, des hommes qui décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils comptent alors soit sur leur épargne personnelle, soit sur les systèmes sociaux pour prendre soin d'eux quand ils seront vieux, pour les soigner, pour les soigner, pas parce qu'ils seraient malades, mais parce qu'ils seraient vieux, faibles, impotents. Eh bien, à partir du moment où il n'y aura personne, où on ne pourra pas payer pour ce genre de choses, ils vont réfléchir, ils vont dire, tiens, il faut peut-être que je prépare ma vieillesse, non seulement en épargnant, mais aussi en faisant des enfants. Et ça, j'ai trouvé que que cette conséquence, j'avais pas ça en tête, cette conséquence de l'effondrement démographique sera un retour à un fonctionnement des sociétés, un fonctionnement des familles, peut-être une solidité en tout cas une solidarité intergénérationnelle. Je dis pas que les familles seront plus solides, c'est compliqué de savoir ce que ça veut dire, mais elles vont devoir se serrer plus les coudes, et donc les gens vont se mettre à avoir des enfants. Et puis, il y a un point, alors il ne va pas jusque-là, mais moi je tire un peu la ficelle, le raisonnement, et je dis, il y a un aspect darwinien, au sens vulgaire du terme, c'est-à-dire que les gens qui font des enfants sont ceux qui vont transmettre, alors pas seulement leurs gènes, mais qui vont transmettre leur culture, leurs habitudes, leur vision du monde, et c'est cette vision du monde qui va survivre, qui va être transmise, et la vision du monde, la culture de mort des personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils considèrent que c'est pas nécessaire de transmettre leur lignée pour des tas de raisons, souvent de nos jours peut-être catastrophistes, nihilistes, écologistes. Ceux-là, leur culture, leurs idées, leur façon de faire, leurs souvenirs, leur morale, leur mentalité ne sera pas transmise. Alors, une mentalité peut être transmise autrement que par l'éducation, par les livres, il y a des contaminations intellectuelles, ce qu'on appelle les mèmes, qui se passent dans les sociétés humaines. Mais disons que l'éducation et la transmission aux enfants est une façon très sûre de faire perdurer certaines idées, certains comportements, certaines valeurs, certaines traditions qui n'auront pas lieu dans l'autre cas. Oui, je trouve ça très juste. Il parle aussi, ce qui m'a marqué je suis assez marqué par les exemples concrets. Il parle notamment de c'était quoi déjà? C'était l'infirmière de je sais pas quel pays du tiers-monde qui est installée en Angleterre et qui va s'occuper des personnes en maison de vieillesse en fait, et avec tout le côté distant, le manque de la méconnaissance de la culture de l'Angleterre en l'occurrence, et le fait que ces gens vont presque le payer, ces choix qu'ils ont fait de faire venir tant d'immigrés et d'avoir aussi un système comme ça, ils vont le payer eux-mêmes avec la qualité du service qu'ils vont recevoir étant vieux. J'ai trouvé ça assez marquant. Ah oui, j'ai pas noté ça. Mais cela dit, il faudrait que je regarde, parce que de ce que toi tu me racontes de cette vidéo, c'est pas tout à fait ce que moi j'ai entendu, même si c'était à peu près le même thème, c'était pas du tout aussi profond. Alors je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Mais... Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées. Il y a une autre idée très intéressante, c'est que l'effondrement démographique va forcer les gouvernements à utiliser un autre langage ou des autres recettes que la simple immigration pour repeupler leur société. D'abord parce que il n'est pas impossible que
l'immigration soit stoppée, soit interdite ou fortement réduite dans nos pays dans les années à venir. Ensuite, Ah oui, et d'ailleurs, les sources. à ce sujet, j'ai vraiment l'impression que cette porte s'est tout à coup ouverte partout dans le monde et que c'est devenu un sujet Ah oui, complètement normal. ouais, Il faudrait y revenir, mais on je va, suis on assez va surpris, revenir hein. dessus. Il y a effectivement des choses. Il y a eu un déplacement de la fenêtre d'Overton, hein, donc des discours Mhm. acceptables sur la réimmigration qui est absolument stupéfiant, qui s'est passé Oui. moi je dirais en 7-8 ans, là, depuis. Bon, bref. Je reviens Moi, je dirais en 2 mois. à Oui. une des idées. Pardon? Moi, je dirais ces 2 derniers mois, mais oui, certainement un Oui, processus non, plus mais c'est long. un discours que j'ai commencé à entendre il y a Oui. 7-8 ans dans des cercles extrêmement restreints. Henri de Lesquin, par exemple, hein, et ces idées-là se sont répandues. Ah, bon, il y a beaucoup d'autres gens, hein, c'est pas seulement lui. Mais... Bref. Je t'ai interrompu. En fait, la solution au problème du financement des systèmes sociaux aujourd'hui, de la part des régimes occidentaux de gauche et de droite managériale, de gauche socialiste et de droite managériale, il y a une seule réponse, c'est importer plus de gens pour remplacer les populations et avoir des travailleurs pour payer, pour faire les tâches que d'autres ne font pas. Que les natifs des pays occidentaux ne peuvent pas faire parce qu'il n'y a plus assez d'enfants. Tu vois, cette espèce de solution unique, de bouton unique, baisse démographique, donc immigration. On va compenser. Comme dit Elon Musk, c'est immigration from where? C'est-à-dire que l'effondrement démographique, il n'est pas seulement dans nos pays, il est également dans les pays du Sud. Pas tous, mais la tendance est vraiment considérablement à la baisse. Il y a encore beaucoup de pays africains dont la natalité est positive, mais ça baisse beaucoup. Et je ne parle même pas de l'Asie, où c'est l'effondrement aussi, mais je crois que l'Inde est tout juste au taux de remplacement, même pas, je crois. Bon, bref. Ça va pas durer, ça, tout simplement, parce que le réservoir des pays, alors non seulement les pays d'arrivée, d'accueil de l'immigration ne supportent plus politiquement les volumes qui ont eu lieu ces dernières années, mais en plus, les pays de départ sont en train de voir une baisse démographique aussi. Et le problème, et donc le changement politique va se pousser non seulement évidemment dans la disparition, non seulement dans la disparition, la réforme profonde des systèmes sociaux, mais également dans les discours politiques. Parce que la réponse immigrationniste ne marche pas. Ne marchera plus, elle ne fonctionne pas, elle est plus acceptée par les populations et elle ne marche plus parce qu'il y aura plus assez de gens pour faire venir. Et donc, nos gouvernements, nos États vont devoir trouver un autre discours que la pure gestion de flux migratoires et un discours qu'ils ne savent pas tenir, c'est le discours du sens. C'est le discours pourquoi est-ce qu'il faut avoir des enfants, pourquoi est-ce que c'est important de transmettre la vie, pourquoi est-ce que c'est important de maintenir nos traditions, de maintenir nos valeurs. Donc il y a plusieurs niveaux de révolution, oui, c'est ça, une révolution, que soudain les États, et on a déjà parlé sur cette chaîne, hein, en citant par exemple la Mongolie, la Géorgie, qui ont adopté des systèmes où les gouvernements ont modifié les valeurs dans leur discours, en mettant en avant en particulier les mères, par exemple, les mères qui ont beaucoup d'enfants. L'échelle des valeurs est modifiée parce qu'on veut résoudre ce problème de disparition de la société, en tout cas dans la mesure où on veut le résoudre, hein, puisque comme dit de Benjamin, bah oui, les Italiennes qui ne veulent plus faire d'enfants, bah, elles disparaîtront, tant pis, c'est comme ça. Mais les Italiens ne disparaîtront pas tous, il en restera. Et ceux qui resteront formeront la base d'un renouveau, probablement, parce qu'il y aura eu une révolution politique. Ouais. Et ceci nous amène aussi à quelque chose que tu as partagé il y a quelques semaines, qui était une analyse de
du nombre d'enfants en fonction des opinions politiques et de l'évolution du nombre d'enfants en fonction des idées politiques à travers la fin du XXe. Et donc on remarque que, en fait, très simplement, les gens de droite, particulièrement plus ils sont à droite, plus ils ont d'enfants, statistiquement, et que c'est depuis les années... depuis 50 ans... ouais, depuis 50 ans... Dans les années 70, il n'y a quasiment pas de différence dans le taux de fécondité. Il n'y a pas de lien entre le taux de fécondité et les opinions politiques. À partir des années 90, la gauche commence à baisser son taux de fécondité. Oui. Et aujourd'hui, l'écart est dingue. Hein. Et à droite, ça a baissé légèrement. Je n'ai pas calculé en pourcentage de combien. Pas grand-chose. Hein. Plus tu es à droite, plus tu as les opinions les plus à droite, enfin les populations les plus à droite ont un taux de fécondité qui est supérieur au-delà du remplacement. Après, évidemment, cette courbe, enfin, je pourrais la mettre en lien. Oui, il faudrait elle n'est pas vraiment corrélée aussi à la quantité d'électeurs de chaque, en fait. Hein. Comme chaque opinion est représentée avec un point, on ne voit pas vraiment quel poids pourrait avoir, par exemple, le centre ou d'autres. Bien sûr. Mais c'était très intéressant de voir. Et c'est marrant parce que j'étais allé il y a quelques années à une conférence d'Henri de Lesquen et je lui avais posé une question à ce sujet sur justement les jeunes générations. Et il avait répondu en disant mais en fait parce que les conservateurs ont plus d'enfants et à long terme en fait il y a une concentration de ces idées et donc en fait je vais pas dire un rééquilibrage, enfin je pense pas que ça voudrait dire que la droite est destinée à toujours gagner parce que j'ai l'impression que la gauche s'auto-alimente d'une certaine manière même si elle n'a pas d'enfants, mais c'est vrai que c'est un énorme espoir pour la droite. Avec l'immigration. Oui, notamment. Oui, elle remplace ses électeurs, Oui, exactement. Mais il y a quand même effectivement sur le long terme en fait la droite est favorisée. On l'a vu à différents niveaux. Hein. On l'a vu dans l'Église catholique en France, par exemple, où la sociologie a considérablement changé parce que ce sont les familles nombreuses, conservatrices, qui ont continué et qui ont fabriqué des enfants qu'ils ont emmenés à l'école, à la messe, pardon. Oui, c'est vrai. On voit ça en Israël, où les populations, le taux de fécondité en Israël est très élevé, enfin il est à 2,4 ou 2,5 enfants par femme, ce qui est très élevé pour un pays mode occidental. Et le poids politique des conservateurs, puisque ce sont les hassidim, enfin les juifs orthodoxes qui font, les populations orthodoxes qui font beaucoup d'enfants, pèsent électoralement très fort et a produit alors, il y a plusieurs choses qui ont produit le déplacement vers la droite du paysage, enfin du personnel politique israélien, mais ça y a certainement contribué. Et donc on voit l'effet politique, l'effet électoral dans l'Église c'est pas électoral, mais disons, on comprend ce qu'on veut dire, d'une fécondité importante en faveur des conservateurs, en faveur de la droite. Néanmoins, parmi tous les facteurs qui font que la fécondité a baissé, l'observation que je me suis faite récemment, c'est que ces gens qui ne veulent pas avoir d'enfants pour des raisons idéologiques, je pense que leur importance, leur nombre est surestimé. Et notamment dans cet argument de Carl Benjamin que tu viens de citer, je pense que c'est marquant de voir quelqu'un qui dit « Ah non, mais moi effectivement, ma lignée s'arrête à moi », de façon un peu égoïste comme ça. Mais je pense pas que ça soit si notable. Et je me faisais cette réflexion en fait je crois que je devais être en Suisse, j'observais un peu, j'étais dans un endroit où il y avait plein de familles, et je me disais que c'est vraiment beaucoup plus lié au nombre d'enfants que les gens se fixent d'avoir en fait. Et évidemment, on voit que la démographie elle est en dessous entre 1 et 2 généralement, et c'est pas que les gens ils visent à avoir un enfant, c'est que justement ils visent la plupart quand ils ont des enfants, ils veulent en avoir au moins 2. Mais c'est le fait de ne pas vraiment aller au-delà. Et puis parmi tous ceux qui ont visé 2,
il y a aussi tous ceux qui ont raté, parce que soit ils n'étaient pas féconds, soit ils ont pas trouvé, soit comme on dit, les femmes de plus de 30 ans ont 50% de chances de jamais avoir d'enfants, etc. Et c'est à cause de ces gens qui visaient d'eux et qui ont raté l'objectif que tout à coup la fécondité s'effondre en fait. Tout à fait, tout à Et fait. cette idée Ouais. c'était quoi, le patriarche de Tbilissi, enfin, géorgien, Ouais, qui avait dit à partir du troisième enfant, ou je sais plus si c'était trois ou... C'est moi qui baptise ou c'est moi qui suis le C'est parrain. moi, Ouais. je baptise et je serai le parrain de l'enfant. C'est assez important, je trouve. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'on rate. Parce que quand on regarde autour de soi, en fait, c'est ça que je m'étais dit, c'est que je voyais autour de moi, je voyais que des familles avec 2 enfants. Je dis oui, donc en fait, les gens, ils en veulent des enfants. Pourquoi est-ce que la démographie, elle est en dessous? C'est parce qu'en fait, justement, il faudrait viser plus haut pour atteindre en moyenne 2. Alors, ouais, j'ai des points un peu plus. Il faut préciser ce que tu dis. Ce que je sais, ce que j'ai entendu sur ces sujets-là, c'est que de un, nombre d'enfants souhaités reste élevé. Il est au-dessus du taux de fécondité. C'est enfin dans nos pays, c'est entre 2,3 et 2,6 enfants Ah ouais, par c'est femme. intéressant, ça. Quand tu demandes aux gens combien d'enfants vous devriez avoir, en moyenne, c'est 2,3 ou 2,6. Le nombre de familles nombreuses n'a pas changé. C'est-à-dire que la quantité de personnes Oui. qui ont beaucoup d'enfants Quand n'a tu pas dis nombreux, changé. c'est à partir de combien? 3 ou 4, enfin 4 et D'accord. plus, tu vois. Ouais. Ça n'a pas changé. En revanche, Ouais. le nombre de personnes, de femmes qui n'ont pas du tout d'enfants a explosé. Et c'est ça qui a changé, c'est ça qui provoque la baisse démographique. C'est le fait, Ah oui, c'est ça, d'accord. c'est le célibat involontaire. Ah, mais Ce sont les femmes. donc tu es d'accord avec le fait que ce phénomène de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants est relativement marginal, que c'est plus involontaire que Oui, volontaire. oui, oui. Des gens Enfin, qui ne c'est- veulent pas du tout avoir d'enfants, il est très C'est pas faible. Mais il la se trouve qu'il y a des non-parentalité. choix. Ouais, mais il y a des choix qui sont faits, il y a des choix qui sont faits par les jeunes Ouais. femmes, puisque ça concerne le problème, j'accuse pas les femmes, les jeunes femmes en disant ça, mais il se trouve que c'est elles qui, c'est les hommes, on a une fécondité qui est beaucoup plus longue, hein. Les femmes, les jeunes femmes font des choix de vie qui qui en font des stériles involontaires. Ouais. Le fait de commencer à avoir des enfants plus tard baisse forcément le nombre d'enfants que tu vas vraiment avoir. Et donc, les raisons pour lesquelles les gens commencent à avoir des enfants plus tard sont multiples, mais ce sont des choix de vie, c'est issu de choix de vie, de choix au moment entre 18 et 25 ans, où soit on met le pied à l'étrier très vite, soit on se dit ah ben c'est pas grave, j'ai tout mon temps, et je commencerai quand j'aurai 30 ou 35 ans. Bon, ben voilà, comme tu l'as évoqué, quand on n'a pas eu d'enfant, si on n'a pas eu d'enfant à 30 ans, pour une femme, il y a une chance sur 2 de ne jamais en avoir du tout. Parce que la fécondité chez une femme, la fertilité s'effondre très vite à partir de 25, 28 ans. Et donc, c'est ça qui explique précisément la baisse de la fécondité dans nos pays. C'est l'augmentation du nombre de personnes qui n'ont pas du tout d'enfants. Pas le désir d'enfant qui a baissé, pas le nombre de familles nombreuses qui a baissé. Et ça, les Et détails quand on ont été faits. Et quand on reprend le fameux phénomène français de transition démographique qui a eu lieu au 18e, on cite souvent la religion, enfin, disons, la sécularisation, donc l'éloignement de la religion comme un facteur de baisse de la fécondité. Mais est-ce qu'on a je sais pas si on a des chiffres en fait sur comment c'était réparti, si c'était le nombre le nombre d'enfants désirés qui était différent, ou s'il y avait Ah non, on n'a pas du tout. Ouais. On n'a pas du tout d'études là-dessus. C'est mystérieux, hein, on ne sait pas. Mais même de nos jours, hein, je dis, je dis la raison pour laquelle les gens ont moins d'enfants, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui n'ont pas d'enfants du tout qu'avant. C'est pas une explication, c'est juste une précision statistique. On ne sait pas pourquoi les gens, comme dit Carl Benjamin, finalement, j'ai fait en sorte de ne pas avoir d'enfants. Peut-être de façon involontaire,
parce Oui. que j'ai pas réfléchi. Mais enfin bon, on reçoit des cours d'éducation sexuelle. Bon, peut-être que dans les cours d'éducation sexuelle, on n'explique pas assez aux jeunes femmes, aux jeunes filles, quelle est leur courbe de fécondité. Peut-être que les étudiantes sont abreuvées par le droit à l'avortement et pas par les contraintes qui pèsent sur leur nombre d'œufs, quel nombre d'ovaires. Mais bon, je veux-il que si elles se soucient si elles pensent à la question, le savoir est là. Oui. De nos jours, c'était pas le cas au XVIIIe siècle. C'est vraiment tu penses que quand tu dis après 30 ans, il y a une femme sur deux qui n'aura pas d'enfant, si elle n'en a pas eu Si elle n'en a pas eu à 30 ans. Si elle n'en a pas eu à 30 ans. Si elle n'a pas fait démarrer la machine. Voilà. Est-ce que c'est d'un point de vue biologique ou alors simplement... Ouais, c'est biologique. Ouais. Ah oui, parce que moi j'imaginais plutôt ça comme alors à la fois biologique mais aussi lié aux aléas de l'existence qui font que c'est pas Oui. toujours facile de trouver un C'est géniteur, lié. Oui. enfin un bon père et puis on perd du temps. Ouais, le meilleur facteur qui prédit la fertilité, c'est le mariage. Les gens qui se marient font plus d'enfants. Quand tu te maries, c'est le taux de conjugalité qui est corrélé qui est corrélé extrêmement fortement à la fertilité, à la fécondité. Et donc oui, effectivement, il y a un double facteur qui explique le fait qu'à partir de 30 ans, voilà la statistique qu'on a dite là, c'est la machine qui s'est pas mise en route chez une femme. Si elle n'a pas d'enfant à 30 ans, eh bien le système reproductif féminin a vieilli. Mhm. À 35 ans, une femme enceinte à 35 ans est considérée comme une grossesse dite gériatrique par les médecins. Oui. Alors le terme est un peu moins utilisé, mais passé 35 ans, une femme enceinte, c'est pas la même chose, ça nécessite des soins particuliers de la part d'un obstétricien, d'un gynécologue. Avant, c'est pas la même chose. Avant, le système, l'utérus, puis c'est un mystère dingue, hein, la fécondité, la fertilité d'une femme, d'un homme aussi d'ailleurs. Et donc, mais il y a également les choix de vie. Donc il y a la machine qui marche plus bien, et ensuite il y a les choix de vie, le fait qu'à 30 ans, si on n'a pas eu d'enfant à 30 ans, c'est probablement qu'on ne s'est pas marié, et si on ne s'est pas marié, ben, il y a beaucoup moins de chances, c'est beaucoup moins commode de faire des enfants quand on n'est pas marié, hein, parce qu'on a besoin, une femme a besoin d'une stabilité pour élever un enfant, d'aide, faire tout seul c'est compliqué, c'est la... Enfin voilà, c'est voilà. Mais pour terminer sur cette vidéo de Carl Benjamin qu'on mettra dans les commentaires, si les gens veulent l'écouter, c'est en anglais malheureusement, ou heureusement. Il y a un autre point, il cite une étude de l'ONU, je pense, peut-être d'un organisme de l'ONU, qui conteste le lien entre la prospérité et la fécondité dans un pays. Bon, et donc il dit, voilà, le discours, il est possible d'avoir des pays qui soient prospères avec des populations très vieilles. Le Japon en est un exemple, parce qu'effectivement, mais bon, la moitié de la population va disparaître dans ces pays-là, mais la moitié de la population va disparaître comme lors de la Grande Peste, tu vois, la peste noire en Occident, ou d'ailleurs dans tout le vieux monde. À la fin du XIVe siècle, eh bien, il y a 60% de la population britannique, des îles britanniques, qui est morte, qui a disparu. La conséquence, c'est que les gens qui restaient, les ouvriers agricoles, on le sait très bien ça dans les études historiques, les salaires ont considérablement augmenté pour les ouvriers agricoles restants. Parce que les propriétaires soudain se sont retrouvés avec des terres, des propriétés beaucoup plus grandes parce qu'il y avait des tas de gens qui étaient morts. Donc ils ont récupéré les terres à bon compte. Les ouvriers, ils devaient les payer beaucoup plus parce qu'il n'y en avait plus assez. Et partout en Europe, donc il y a une tragédie, là évidemment très rapide. La peste noire, ça a été en en 10 ans, ça dépendait des lieux. Il y avait plusieurs vagues aussi. Chez nous, ça va mettre 100 ans avant de diviser par deux nos populations. Mais ça va avoir des conséquences, certaines conséquences positives. On pense à
à toutes les propriétés, là, dans la génération des baby-boomers en France ou en Occident, qui commence maintenant, les premières générations sont en train de mourir, et il va y avoir un transfert de propriétés considérable, propriétés immobilières en particulier. Il va y avoir un effondrement probablement des prix de l'immobilier dans les régions touristiques, le sud de la Côte d'Azur. Il ne faut surtout pas acheter maintenant la Côte d'Azur. Hein. Enfin, si tu as 30 ans devant toi, tu vas avoir des biens beaucoup moins chers parce qu'en fait, il y aura beaucoup moins de monde qui sera là pour les occuper. Et donc, tu penses que ce ne sera pas compensé par le fait que les gens sont beaucoup plus mobiles et que donc les étrangers peuvent plus facilement se prendre l'avion pour aller là-bas ou je sais pas quoi? Des étrangers d'où? From where? C'est vrai. Il faut revenir à c'est lumineux cette réplique d'Elon Musk. Immigration. From where? En effet, oui. Ouais, le marché, bien sûr que le marché de la Côte d'Azur, le marché des grandes villes, des grands quartiers de Paris ou de Londres est soutenu par l'immobilier de luxe qui est acheté par les étrangers. Mais bon, les étrangers, ils vont être moins nombreux aussi, puis ils vont vouloir se débarrasser de leurs propriétés, où ils vont les transmettre à des enfants, les enfants vont pas tous les avoir, et puis ça aussi, ça va être un gros changement. Hein. Mm-hmm. Ça sera pas notre génération à nous, hein, ce sera celle de nos enfants hein, qui profitera de ça. Nous, on continuera de payer. On n'aura pas de retraite. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est intéressant. Enfin, en tout cas, ce que je retiens, c'est ce changement. Et puis, sur la question aussi de la remigration. On peut continuer. On a encore un peu de temps. On peut parler de ça. Cette semaine, ou la semaine dernière, il y a un hebdomadaire britannique. Et il faudra que tu mettes la photo quand on en parle là, qui s'appelle The New Statesman. Non. D'accord. The New Statesman, c'est un hebdomadaire intellectuel de gauche. C'est une espèce de libération hebdomadaire. C'est Libé hebdomadaire. Donc comme c'est un hebdomadaire, c'est pas des nouvelles, c'est du commentaire. Des critiques littéraires, un peu comme le Spectator, mais de gauche, très à gauche. Et il faut voir la couverture du New Statesman. Qu'est-ce que c'est? C'est une file, c'est un dessin, c'est l'arrière d'un avion cargo militaire avec une file de silhouettes en orange enchaînées qui montent dans le cargo. Et le titre c'est The Age of Remigration, donc l'âge de la remigration. Et c'est pas... alors évidemment, l'article y est opposé. Quand tu dis article, il est opposé, hein, bien sûr, il est critique. Mais il constate le début. Il constate l'arrivée de ce truc-là. Et donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'on a ouvert la parenthèse et on l'a refermée, cette idée de la remigration, c'est un truc c'est extraordinaire de voir une idée qui était vraiment... extrêmement marginal, limité à des tout petits cercles de droite, très à droite, conservatrice, très conservateur, qui a percolé dans tout le discours politique. Alors il y a eu en 2020 Éric Zemmour qui a utilisé l'expression dans la campagne électorale présidentielle, mais évidemment on connaît ça n'a pas été adopté par les les électeurs. Mais aujourd'hui, cette semaine, Elon Musk a tweeté. Elon Musk, il n'est pas d'extrême droite, Elon Musk, hein, c'est un ancien démocrate américain, donc de centre-gauche. Il a dit, mais la réimmigration, c'est la solution à beaucoup de... Pas la seule solution, mais la solution à beaucoup de problèmes des pays occidentaux. Et il commente en particulier l'Angleterre, mais ça peut être pareil en France, en Allemagne, ça va être pareil. Il va y avoir... C'est ce que Trump a commencé. Oui. Et de quelle manière il a commencé? Parce que ça, je sais pas... Trump, il a commencé en chassant les illégaux. Avec son administration... l'agence ICE, donc Immigration, je ne sais plus ce que signifie ICE, enfin ICE, et donc a commencé à poursuivre d'abord les illégaux délinquants,
Et donc là, il a fait la guerre aux gangs, et donc il y a eu des images spectaculaires, et puis en même temps de sortes de contre-manifestations absurdes de la part des démocrates extrêmes, enfin l'extrême gauche, des marxistes, la frange marxiste du Parti démocrate, qui se sont opposés à ces rafles, hein, simplement. Ce sont des rafles de délinquants illégaux qui ont été arrêtés et renvoyés dans leur pays. Et stoppant ainsi quasiment totalement les flux migratoires à la frontière mexicaine. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de franchissement de la frontière américaine mexicaine, contrairement aux années Biden où il y avait chaque année, on estime qu'il y avait chaque année plusieurs millions d'illégaux qui venaient du monde entier d'ailleurs, hein. C'était pas seulement des Sud-Américains ou des Mexicains, c'était des Africains, des Indiens qui prenaient un billet d'avion pour le Mexique et puis qui passaient la frontière pour rentrer aux États-Unis. Et ça a complètement stoppé. Parce que, et c'est un point très intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu donnes un signal d'expulsion, alors en anglais on dit deportation, en français déportation, c'est un terme qui est mal connoté, donc ce sont des expulsions, d'illégaux. À partir du moment où tu fais ça sérieusement, en masse, et que tu le médiatises, eh ben tu stoppes les flux migratoires illégaux. Ah oui, les gens se découragent. Et c'est mathématique, quoi. Ça devient trop risqué de faire le voyage. Tu payes pour rien. Et l'Angleterre devrait dardard faire des choses de ce genre-là, mais bon, ils se lient les mains avec la Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, et puis etc. Le phénomène marquant, c'est que Nigel Farage, qui est pas du tout, qui a jamais été en faveur de la rémigration, oui, il a changé d'opinion il y a 15 jours. Ah oui, c'est ça, a commencé à en parler il y a 15 jours. Ouais. Ça devient un sujet, ça a percolé, ça s'est transmis dans l'électorat de droite, et je pense même maintenant centriste et centre-gauche, où l'immigration illégale et l'immigration tout court, parce que là on parle que d'expulsion d'immigrés illégaux. Mais bon, on sait très bien que la suite, ça va être l'expulsion de quantité d'immigrés qui sont arrivés là légalement, mais qui n'ont pas respecté la règle du jeu non écrite d'une immigration. Tu immigres dans un pays, tu adoptes les mœurs. Ça, c'est une idée que je reviens à la vidéo précédente qu'on commentait de Carl Benjamin. Nous, les Français, on n'a si on veut aller dans un pays qui est le nôtre, on n'en a qu'un seul, c'est la France. Et si la France est en train d'être remplacée, et des coins entiers de notre pays qu'on ne reconnaît plus parce que ce sont des populations qui ne sont pas françaises, qui n'adoptent pas les mœurs françaises, les traditions, la façon de vivre, la sociabilité, la civilité, ces populations-là, elles ont des pays, si jamais elles ne se sentent pas bien en France. Mais nous, les Français, ou les Anglais, ou les Allemands, ou les Hollandais, on n'a pas d'autre pays où aller si on ne se sent pas bien chez nous. Et c'est un argument qui est très touchant d'une certaine manière. Ça coupe l'herbe sous le pied de l'accusation de xénophobie. Nous n'avons pas d'autre pays que la France, nous Français. Toi, tu es parti en Suisse, tu vis comme un Suisse. Tu critiques pas, tu craches pas sur la Suisse, tu adoptes l'histoire suisse, enfin tu as choisi de le faire. Bon, tu as la chance d'avoir gardé le passeport français, et si un jour tu as un problème, tu peux rentrer en France, ça sera voilà. Mais nous, les Français, qui sommes dans des endroits où... non, justement, puisque la France, ce n'est pas la France. Ah oui, d'accord. Ok, voilà. Puisque tu as quitté, tu as choisi de... mais tu l'as fait... moi, j'ai rien contre l'immigration en soi, de la manière dans la mesure où elle n'est pas subventionnée, et où elle est légale, et où, quand j'y suis subventionné, c'est qu'on arrive dans un pays, et puis on ne compte pas sur le système social pour en vivre. On y contribue. Oui, surtout... Parce que nous-mêmes, on est des immigrés, hein, à moitié, disons. On a un grand-père hollandais, puis un grand-père flamand. Mais nos deux grand-mères sont françaises. Oui. J'ai quand même je pense qu'on en a déjà parlé tous les deux, mais moi, j'ai quand même fortement senti le fait que j'étais pas français à plus de 50%,
le jour où j'ai eu des enfants et j'ai essayé de leur faire obtenir la nationalité française, c'était extrêmement difficile en termes de procédure administrative, d'obtenir un certificat de nationalité. Ah oui, Pour mais moi, ça m'est alors que arrivé il y a 20 ans, ouais. ouais. J'ai dû faire ça. Et or, toi, t'es pas né en France, si je me trompe pas, mais moi je suis né en Ouais. France en plus. Et je pensais que et ça a toujours été mon seul passeport. Et je pensais que ça allait être facile. Et Non, parce que le j'ai- passeport en France n'est pas une preuve de nationalité. Tu peux avoir un n- passeport, tu peux être étranger et on peut te non, donner un passeport oui. français. En fait, c'est pas ça. C'est que quand on doit obtenir un certificat de nationalité, que cette nationalité ayant été donnée à la naissance, en ce qui me concerne, euh, il faut redémontrer ce qui avait été démontré à la naissance. Or, en Ouais. fait, peut-être que quand je suis né, Ah ouais. c'était facile, mais beaucoup plus tard, en fait, les gens sont morts, et toute la procédure, et je me suis effectivement, j'ai compris qu'il fallait remonter au moment où j'avais deux grands-parents français, et effectivement, c'est loin en fait. Et donc, en termes de, s'il n'y avait pas nos parents pour me dire, ah, mais en fait, les grands-parents se sont mariés à peu près à telle date, enfin, ou à telle date, à tel endroit, c'est pas quelque chose que, enfin, je ne saurais pas où aller récupérer cette information. C'est pas si facile que ça en fait de l'obtenir tout seul, puisque pour l'obtenir il faut aller voir l'état civil. Alors si je sais pas dans quelle ville c'est, ça devient vraiment compliqué. Et, euh, et effectivement, ça m'a donné. Bah déjà, j'ai tout de suite, j'ai évidemment bien compris que la France n'avait pas de droit du sol. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis né en France que je suis français. Et Tout à donc, fait, ça, tout à fait. La j'ai France tout de n'a suite pas de senti. droit de... Ouais, la France n'est pas est un pays de droit du sang, contrairement à ce qu'on dit tout le temps. Voilà. Et donc, C'est une dérogation au droit du sol. C'est une je l'ai exception. bien senti. Que ça suffisait pas que je sois né en France pour pouvoir justifier ça. Et, euh, et puis évidemment, je sais pas exactement comment ça se passe pour les immigrés en France, enfin les immigrés illégaux, mais c'est vrai que c'est toujours un peu douloureux quand on entend que c'est apparemment facile pour des immigrés illégaux d'obtenir des documents, de soi-même, étant né en France, d'un parent français, de voir que c'est très difficile pour moi de faire la procédure en fait. Mm. Et ça, évidemment, on n'aime pas trop. Ouais. Enfin bon, en tout cas, cette couverture du New Statesman, bon, on n'en est pas encore là en France, hein, mais ça va, en tout cas, Je ça a pense que pénétré dans le discours, hein. je pense que ça va vite. Ouais, ça va aller très vite et il y a un changement changement du discours politique, de l'ambiance politique. Ça n'a pas encore été tout à fait capté par les hommes politiques. Il y a eu une tentative, je répète, donc de Zemmour en 2020, mais à mon avis c'était beaucoup trop tôt. En plus c'était en plein wokisme, en pleine vague woke, donc c'était inaudible. Ça paraissait vraiment un discours très radical, beaucoup trop radical. Mais je crois que la prochaine présidentielle, il va y avoir l'exemple, il y a l'exemple américain, il va y avoir l'exemple anglais d'ici en 2029 probablement. L'Allemagne n'en est pas encore là. Le gouvernement, il y a des élections en Hollande là, en octobre, élection générale, le gouvernement est tombé, donc le Parlement a été dissous. Et la raison pour laquelle le gouvernement est tombé, c'est sur les questions d'immigration, de restrictions d'immigration et d'expulsion. Donc c'est vraiment le sujet qui fait bouillonner tous les pays occidentaux, et qui est une surprise. Enfin, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, enfin il y a 5 ans encore, j'aurais dit oui, bon, ouais, moi j'en suis convaincu, mais bon, c'est un doux rêve, quoi. Ça marchera, ça passera pas dans le discours. Eh ben, on va voir on va voir, hein, comme ça va percoler, je répète, ça va se diffuser dans les esprits et dans les convictions des électeurs, et ça va se traduire dans les urnes. Et pas Front National, hein. Ou en tout cas le Front National va devoir changer de discours, comme Nigel Farage a changé de discours en disant on va expulser 600 000 immigrés. C'est son but, 600 000 immigrés. Bon, c'est pas 600 000 en Angleterre qu'il faudrait virer, hein, si on veut revenir juste au niveau C'est d'avant 600 Covid. 000 sur quoi? Sur 3 ans par an Bah, sur un mandat, quoi, sur un mandat Oui, de d'accord, 5 c'est ans. vraiment. Oui. Alors que c'est 3 ou 4 millions, parce que c'est ça qui est arrivé en Angleterre depuis 2020.
c'est 3 à 4 millions d'immigrés qui sont arrivés, légaux, illégaux, qui ont prolongé leur séjour, enfin bref. Et moi, quand j'ai habité 2 ans dans les Midlands, en Angleterre, je l'ai bien vu ce mode, et c'était il y a 15 ans, je l'ai bien vu ce modèle britannique de la non-assimilation des immigrés, c'est-à-dire très différent du modèle français. Enfin, peut-être d'ailleurs que à la même époque en France, on avait l'impression que les immigrés étaient de façon générale plus assimilés à la population française, parce que c'était un peu le mode de fonctionnement. Un exemple que je donne souvent, que j'avais déjà donné ici, c'est que en France, en tout cas il y a 15 ans, parce que je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, c'était pas vraiment possible quand on allait chez le médecin d'être reçu et qu'on parle une autre langue, enfin de demander à ce qu'on parle dans une langue étrangère, à la rigueur en anglais, mais certainement pas dans des langues bantoues ou que sais-je. Euh, mais en Angleterre, déjà il y a 15 ans, quand on s'inscrit à la NHS, on demande quelle langue on veut que le médecin parle, et c'est pas Ah français, ouais, allemand, c'est dingue, italien, hein. c'est ourdou, etc., les langues du Sri Lanka, et avec une variété immense de... Et ça, pour eux, c'est acceptable, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est normal que quelqu'un habitant en Angleterre ne parle pas anglais dans le Mm. système public. Et ça, c'était pas du tout le cas en France. Et je me souviens donc déjà il y a 15 ans plutôt par jeu, enfin un peu pour pouvoir faire l'expérience, aller dans ces fameux quartiers indiens ou pakistanais, etc. Et c'était vraiment une expérience. Il y avait peut-être à l'époque quelques rues à Paris qui étaient un peu comme ça, mais là-bas c'était massif en fait en Angleterre. Et c'est avant cette vague migratoire considérable qu'on a connue depuis 10 ans en fait, qui a dû Ouais, encore depuis aggraver 5 la ans, situation. enfin ouais, 10 ans, ouais, depuis ouais, Angela Merkel Oui, c'est ça. Ouais. depuis 2015, oui, c'est ça, depuis 10 ans. Ouais. Et donc, et ça, je suppose que ça a encore dû changer considérablement, enfin suffisamment fortement le climat pour que aujourd'hui la population commence à changer d'avis. Enfin, déjà à l'époque, moi, je crois d'ailleurs que déjà à l'époque, dans la ville où j'habitais à Birmingham, le maire était déjà indien à l'époque. Donc ça voulait dire que forcément il y avait quand même euh, un certain électorat. Très bien, Bien, je te remercie, je te souhaite une mais je bonne t'en prie. soirée. Allez, à bientôt, salut. À bientôt.